À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. À la une de ce journal, le Bénin a célébré cette semaine la fête nationale du Vaudou. Rebaptisée Vaudou Days depuis cette 29e édition, il s'agit d'un rendez-vous annuel international se tenant les 9 et 10 janvier à Ouidah au Bénin. Une expérience des plus inédites à inscrire dans les annales de la célébration des religions traditionnelles au Bénin. Sur le continent et même au-delà, retour sur les temps forts qui ont marqué cette célébration. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin a échangé ce jeudi au Palais de la Marina avec le président de la République, Patrice Talon. Au menu des échanges, la question de la représentativité du genre. Les femmes au Bénin elles mieux portées qu'hier? Élément de réponse dans ce journal. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu ce samedi 13 janvier 2024 en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations les Durtous Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Une victoire précieuse pour le pays hôte qui entre bien dans sa compétition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. On démarre tout de suite cette édition par l'une des actualités ayant marqué la semaine. Il s'agit bel et bien de la célébration des Vaudou Days. Le Bénin a célébré ce mercredi 10 janvier 2024 la fête nationale du Vaudou. Anciennement connue sous le nom Fête du Vaudou, cette fête désormais rebaptisée Vaudou Days se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. La ville de Ouidah a brillé de mille feux par une ambiance chaleureuse, plusieurs manifestations et animations dans les places dédiées à la célébration. À ce propos, je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu dans la cité historique de Ouidah ce mercredi. Élément signé ESAE TV. Au Bénin, les manifestations entrant dans le cadre des Vaudou Days ont été lancées dans la ville de Ouidah le samedi 6 janvier 2024 avec la caravane brésilienne. Les Vaudou Days s'inscrivent dans la traditionnelle fête du 10 janvier instaurée depuis des années. Ces célébrations symbolisent une évolution majeure dans la valorisation du vaudou, à la fois comme une partie intégrante du patrimoine culturel béninois et comme un véritable catalyseur du tourisme. En transformant le festival de vaudou en un événement plus inclusif et diversifié, les Vaudou Days s'ouvrent au public international pour enrichir l'attrait du Bénin sur la scène internationale. C'est une opportunité pour le Bénin à travers Ouidah de se positionner comme une destination touristique unique. L'effervescence d'une telle initiative se remarque à travers diverses prestations qui se font vivre dans la ville de Ouidah depuis le 6 janvier à ce 10 janvier. Ces festivités permettront aux Béninois ainsi qu'aux touristes et afro-descendants de revivre le trajet fait par les esclaves avant d'être déportés. Pour ce grand événement qui s'est tenu dans la ville historique de Ouidah, des milliers de touristes étrangers se sont massivement déplacés. Pour rappel, les Vaudou Days sont un projet porté par le gouvernement béninois pour révéler au monde ce riche patrimoine du Bénin.
Parlons toujours de la célébration du festival Vodou Days, actuellement rebaptisé depuis cette 29e édition. Il s'agit de rendez-vous annuel international se tenant les 9 et 10 janvier à Ouidah, au Bénin. Cet événement majeur met en lumière les arts, la culture et la spiritualité vaudou à travers une programmation culturelle et cultuelle inédite. Dans l'élément à suivre, la rédaction de ESAE Télévision nous plonge dans l'évolution de cette célébration depuis Ouidah 92. Suivons ensemble. Le 10 janvier, initié en 1993 par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, célèbre au Bénin la fête du Vaudou. Ainsi, chaque 10 janvier, les Béninois et ceux de la diaspora célèbrent sur la plage à Ouidaoua Grand Popo les religions endogènes. À l'arrivée du président Mathieu Kérékou, il a créé le festival international dénommé Gospel et Racines dans le but de promouvoir la culture béninoise, mais également de permettre à tous les Noirs d'aller à la rencontre de l'Afrique et de sa diaspora. En janvier 2017, dans une interview accordée au quotidien L'événement précis par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il dit que l'idée en 1993, c'était d'organiser chaque année le festival international des religions traditionnelles, pas seulement la fête du Vaudou. Une idée qui a pris son envol à partir de l'organisation de Ouidah 92. Cette année, sous le nom des Vodou Days, ce festival international sera particulier avec les nouvelles innovations apportées par le président Patrice Talon et son gouvernement. L'idée d'en faire un festival international vient d'être respectée à nouveau. Au cours de la 27e édition en 2022, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a d'abord souligné l'option faite par le chef de l'État d'intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts, ce qui se traduit par l'initiative dans le PAG2 2021-2026 d'une dizaine de projets ambitieux et structurants, dont la route des couvents et le musée Vaudou, afin de mettre sur orbite la destination Bénin. L'autre particularité cette année est la présence du chef de l'État béninois Patrice Talon qui sera à Ouidah pour assister cette célébration. À l'occasion, le TOFA 2024 sera consulté en sa présence. Une panoplie d'activités ont déjà commencé dans ce cadre afin d'offrir aux Béninois un spectacle inédit et promouvoir l'identité culturelle béninoise. Ce festival qui a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel national et le rayonnement de la destination Bénin. Quelques citoyens béninois apprécient cette initiative de l'exécutif et s'expriment au micro de ESAE TV. Nombreux, les adeptes du Vaudou se réunissent à Ouidah chaque 10 janvier lors d'une fête consacrée à la renaissance de cette religion traditionnelle née au Bénin. Une fête perçue de différentes manières et chacun y donne son appréciation. Nos aînés qui ont conduit ce pays n'ont jamais fêté la fête de Vaudou. C'est sous un régime que cela a commencé et que nous sommes jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Mais j'aimerais demander, quand nous voudrions continuer à célébrer la fête de Vaudou, qu'est-ce que cela nous a apporté comme positivité? Au Bénin, toutes nos familles sont des familles laïques. Ce n'est pas ça qui a fait que je vais dire que ceux qui vont aller fêter la fête de Vaudou, soit à Ouidah, soit à Conly, chez moi là-bas, soit n'importe où, que ce qu'ils sont de faire là, c'est mauvais. Parce que moi, je suis chrétien, que je vais dire ça. Non, ce n'est pas bon. Le 10 janvier, c'est pour nous les Béninois. Et ça regroupe tous les adeptes d'androgènes. Soit Oro, Kouvito, Grédet, tous se réunissent. Quand nous célébrons la fête de Vaudou, cela veut dire que nous sommes en train de rejeter notre Créateur. Nous le prenons Vaudou comme Dieu. Et ce Vaudou que nous prenons comme Dieu aujourd'hui,
vous allez constater que c'est ça qu'il y a des gens utilisent pour leur fin. Aujourd'hui, maintenant, un chrétien peut marier un vaudouci. Un vaudouci devient chrétien. Donc, qu'on veuille ou pas, le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Le pays assume son statut de berceau du vaudou, qui est un héritage de l'Afrique. Si l'Europe est de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Nos parents étaient des païens, nos aïeux étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Cette année, la fête du vaudou se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou, les Vaudou Days. Un temps fort dont les festivités se déroulent au sein de la cité historique et sur la plage à proximité de la porte du non-retour. Je salue les efforts du gouvernement et la modification, si je pourrais le dire, de dénomination de la fête proprement dite. Notre président, Guillaume Atanazo, aime trop Chichi. Parce que depuis son arrivée, tout ce que nous faisons avant, il a mis un peu de la couleur dedans. Cette année-ci, il a mis ce qui manque dedans. C'est très bon. Ce qui est bon dedans, beaucoup de touristes viendront regarder ça comme Ouida 92. Mais ce que moi je déplore un peu dedans, qu'ils ont fait venir Kofi Olomide. Kofi Olomide est venu au Bénin pour ramasser nos sous. Il faut faire la promotion de nos artistes béninois. Vraiment, ça fait partie du développement de notre pays. Là, chaque année maintenant, vous avez constaté que beaucoup des étrangers vont commencer par venir fêter la fête du vaudou avec nous. Vu les images qui nous parviennent sur les réseaux sociaux, les habillements de nos frères et sœurs venant du Brésil ne sont pas trop conformes à la culture béninoise. C'est un peu déplorable, mais on fait avec. Et la prochaine fois, ils sauront comment faire pour que les dérapés qui seront notés cette année soient corrigés. Des danses, chants et autres célébrations sont organisées toutes dédiées aux divinités du vaudou. Le festival est aussi l'occasion pour de nombreux afro-descendants de venir rendre hommage à leurs ancêtres déportés de force pendant la traite des esclaves. À présent, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Ouida ce mercredi qui apprécient cette initiative du gouvernement et expriment leur satisfaction de la participation et la présence du chef de l'État Patrice Talon. Ils sont au micro de EZAE TV. On vient d'arriver, on est du Maroc. On vient d'arriver, on connaît très bien que le Bénin organise chaque année cet événement le 10 janvier de chaque année. Donc on est venu pour découvrir un peu les traditions, les cultures, aussi la religion du vaudou. Donc au niveau de l'organisation, cette année-là, on remarque vraiment une progression au niveau de l'organisation, de la route qui mène de Cotonou vers Ouida. Donc on est très bien, on est content. Et bonne continuation pour cet événement international. Le 10 janvier, je commence par dire merci au président Nicéphore Soglo qui a eu l'initiative d'initier le 10 janvier et ça a commencé depuis Ouida 92 et c'est la suite que nous fêtons jusqu'à aujourd'hui. Et le 10 janvier, c'est la fête des religions traditionnelles chez nous. Et tous les 10, ça se fête au Bénin, particulièrement à Ouida. Je le remercie beaucoup, M. Guillaume Atanazo Talon. Je le remercie. Ce que je suis venu voir ici à la plage de Ouida, oui, je suis un Ouidanien. Et je venais ici souvent. Je n'ai jamais vu ça. Le vaudou est pour tout le monde. Nous sommes des Africains et chrétiens aussi. Nous ne pouvons pas laisser notre religion. Est-ce que vous voyez? Je le remercie beaucoup. Ce qu'il vient de faire, Dieu va le garder
pendant des années. Là, on remarque que Monsieur le Président Patrice Talon encourage ce genre d'événement. Il donne un nouveau souffle à ce genre de culture et ces traditions. On apprécie vraiment les efforts fournis par Monsieur le Président Talon Patrice. J'ai une très bonne impression de cette nouvelle forme de la fête de Vodou qui est devenue Vodou Days, qui se célèbre désormais sur plusieurs jours. Une innovation du président Patrice Talon dans la ville du maire Christian Rochenou que j'ai beaucoup apprécié avec le travail, tout ce qui a été mis en place depuis le samedi dernier jusqu'à ce jour. Je pense que c'est un travail colossal et mes impressions sont très bonnes. C'est une bonne initiative et c'est heureux pour le Bénin, heureux pour l'Afrique et heureux pour les Ouidaniers, Ouidanières. C'est inédit, ça ne s'est jamais passé chez nous. C'est une première édition, on souhaite que ça continue dans le temps. Je me lis et je vis Vodou. Et ça, c'est ma culture, c'est ma tradition, c'est ma pure civilisation. Et il est de bon temps que cela soit organisé pour que chacun se retrouve. Je trouve que c'est une occasion en or que nous avons de célébrer ces journées, des journées qui sont au plan culturel et culturel et qui symbolisent ce que nous sommes au Bénin. Nos valeurs traditionnelles sont valorisées et avec ces manifestations, je trouve que c'est une très bonne idée et que cela se perpétue, surtout pour rendre à Ouida ce qu'elle est comme ville historique et qu'il soit connu dans le monde entier. 10 janvier, c'est une fête qui est vraiment super. 10 janvier, beaucoup de gens ont parlé de ça. Mais ces temps-ci, avec notre président Patrice Talon, vraiment, il a bien fait. Il l'a totalement organisé. Et on a vu que vraiment, le temps passé, il a amené les Massas. Et tous sont venus du Bénin. On a vu des choses vraiment, on a totalement qualifié. On a vu les Amazones, les choses, en fait, les monuments qu'ils ont amenés, ça nous a vraiment donné une fierté, une joie. Ça, on a vu. Donc ça, vraiment, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, c'est un jour qu'on appelle 10 janvier. Et il est là depuis hier. Et ils ont tout fait devant lui. Vraiment, c'est un président qu'on doit apprécier. Il a trop fait. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les gens vont lui donner peur, il va fuir pour laisser le pays. Mais non. Avec le courage qu'il a, il va faire son temps. Il faudrait que l'on encourage ces genres de choses. Et bien, vous voyez le monde qui a drainé. Moi, j'ai pas pu être au conseil hier, mais j'étais à la télé, mais j'ai suivi ça. J'ai vu le président de la République qui était venu et assister au concert, mais vraiment c'est une apothéose. Mais vraiment c'était une très 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 bonne chose. Alors vraiment, je ne pourrais que remercier le président de la République et tout son gouvernement pour avoir initié ou bien pour avoir emboîté le pas dans les pas de son prédécesseur, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a commencé à faire Ouida 92 et que lui, il a pu essayer d'améliorer la chose. Une expérience des plus inédites à inscrire dans les annales de la célébration des religions traditionnelles au Bénin, sur le continent et même au-delà. Dans la cité historique de Ouida cette semaine, 2 jours ont permis de valoriser l'art, la culture et la spiritualité vaudou. En gros, plusieurs potentialités culturelles et touristiques à faire valoir, mais à côté de tout ceci, un énorme potentiel économique. Une équipe de la télévision nationale l'a exploré avec plusieurs acteurs dans ce reportage. Suivez plutôt. Ouida, la capitale du Vodou, les 9 et 10 janvier 2024. À travers les Vodou Days, un événement qui célèbre l'art, la culture et la spiritualité vaudou.
Les Vodou Days aujourd'hui, c'est une réinvention de tout ce que nous avions fait depuis Ouida 92. Voilà un gouvernement qui arrive et qui réinvente la fête au profit de notre culture. Pour la première édition de ce rendez-vous culturel, les petits plats ont été mis dans les grands avec un programme riche en couleurs, animation des places, scène artistique, cérémonial du 10 janvier et autres. Des stands pour les artisans, des stands pour des restaurateurs, des stands pour accueillir les enfants, les tout petits, jusqu'à 12 ans. Nous allons avoir des stands également pour la presse et un certain nombre d'activités et d'animations pour pouvoir, pendant toutes les festivités, animer, avoir un village. Nous avons en face le site où nous allons installer le camping. Vous savez, Ouida, pour l'instant, nous n'avons pas encore achevé toutes les infrastructures hôtelières, donc nous sommes un peu en déficit. Et il y a également déjà une habitude de camper à Ouida pour les visiteurs étrangers. Donc nous avons créé un camping où il y aura des tentes déjà installées et il y aura également des emplacements sans tente où vous pouvez venir avec votre tente pour vous installer avec évidemment toutes les commodités. À côté de la valorisation culturelle et cultuelle, les Vodou Days pourraient aussi contribuer à engranger des ressources pour l'État. On m'annonce 10 000 personnes à Ouida pour ces jours qui viennent. On m'annonce des milliers de marchés qui vont se mettre en place. La plus-value économique, l'économie marchande, elle est là. Les gens qui viennent, ils vont se loger, ils vont manger, ils vont repartir avec des souvenirs. Donc c'est des devises qu'on voit dans notre pays. Les Vodou Days, de façon particulière, les investissements touristiques que le gouvernement est en train de faire dans la ville de Ouida, et selon les calculs, les estimations, pourraient nous apporter entre 10 et 15% du PIB de notre pays. Aujourd'hui, le Vodou pourrait également être un vecteur de contribution économique majeure. Il y aura quand même des emplois qui seront créés puisque beaucoup d'activités connaissent en dehors donc du tourisme qui va révéler le pays. Il y aura des activités connaissent qui vont être menées, qui vont se développer. Donc des gains pour l'économie béninoise. C'est donc un pas de géant que vient de faire le Bénin dans son processus de valorisation et de promotion de la culture. D'autres projets d'envergure, comme la construction d'un musée international du Vodou, sont concoctés pour mettre davantage en relief l'économie qui entoure l'art, la culture et la spiritualité vaudou. Après plusieurs jours de célébration de l'art, de la culture et de la spiritualité vaudou, la grande cérémonie de ce 10 janvier 2024 a connu la consultation annuelle du FA. Comme dorénavant instruit par le gouvernement, le TOFA 2024 révèle le signe Sa-Aklan, un signe positif de prospérité et de succès pour la nouvelle année. Des précisions avec le reporter de ORTB. La consultation du TOFA pour le Bénin pour l'année 2024 révèle le signe Sa-Aklan. Et la consultation est positive. Voilà le signe qui devrait gouverner l'année 2024 au Bénin. Cette annonce a été faite par le TOFA, consultation divinatoire organisée ce 10 janvier à Ouida à l'occasion des Vodou Days. Pour cette première édition du TOFA, nouvelle formule, un collège de prêtres FA appelé Bokonon face au chef de l'État et aux Béninois, tous curieux de savoir sous quel signe le Bénin va vibrer en cette année. Le FA dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FA dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FA qui a dit ça. Le FA dit que le bonheur pour le pays
c'est l'énergie aquatique, le vaudou-dan qui est au bord de l'eau, qui va la porter, qui va la mener. Ce vaudou-dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Le FAD dit que les difficultés que les populations supportent ou vivent, cette difficulté-là vont se transformer très bientôt en opportunités. Et ces opportunités-là apporteront donc bonheur dans le pays. Le FAD dit que lors des rituels généraux pour le vaudou dans le pays, que le président, en restant dans le pays et en participant, reçoit ainsi les influx positifs que les vaudous apportent et que par conséquent cela doit lui être bénéfique. C'est faire le contraire qui pourrait être négatif. Le FAD dit que le bonheur cette année pour le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes. Longtemps laissée aux organisations de prêtres phares, la consultation nationale de l'oracle est désormais portée par le gouvernement dans un élan de réappropriation et de promotion de ce marqueur d'identité culturelle. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mardi 9 janvier 2024 la première session hebdomadaire du Conseil des ministres de l'année 2024 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Plusieurs décisions ont été prises. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 9 janvier 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État. Les décisions ci-après ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, il a été notamment adopté le décret portant approbation des statuts du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, CEPED. Au chapitre des communications, en point 1, régularisation de la situation administrative de 31 agents de l'État intervenant dans les universités publiques. Face au déficit chronique en personnel auquel elles étaient confrontées pour assurer l'encadrement des étudiants, les autorités rectorales avaient dû recourir à l'utilisation des agents de l'État de divers profils, détenteurs d'un doctorat pour enseigner dans les universités publiques. Ceux-ci sont impliqués dans le bon déroulement des activités académiques, cours, travaux pratiques, travaux dirigés, encadrement de mémoire, participation au jury de soutenance de mémoire, etc., dans ces universités jusqu'à ce jour de façon bénévole. Les comités scientifiques sectoriels et les conseils scientifiques ayant validé les dossiers de certains d'entre eux, ils ont été inscrits sur les tableaux scientifiques tenant compte de l'admission à la retraite d'enseignants titulaires des cours. Cela a permis d'assurer la continuité des enseignements et des autres activités académiques liées à leur spécialité. Considérant par ailleurs le fait que la plupart de ces fonctionnaires ont bénéficié d'une bourse du budget national pour leur formation doctorale, le Conseil a autorisé la régularisation de la situation administrative des intéressés et leur reclassement dans un corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin pour compter de la date d'effet de leur mise à disposition en qualité d'assistant en position probatoire. En point 2, approbation du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration, PONADEC 2024-2033. L'analyse diagnostique de la première mise en œuvre de ce document de politique révèle, malgré quelques points positifs, d'importantes contraintes qui limitent le développement véritable des communes. Il s'agit, entre autres, des difficultés de mobilisation des ressources, du manque d'harmonisation des outils de planification, de la faible territorialisation de l'aménagement du territoire et de la non prise en compte de la dimension genre. Avec la nouvelle génération de la PONADEC, qui résulte d'un processus participatif, l'accent est mis sur une plus grande efficacité de l'action publique au profit des collectivités locales en vue d'accélérer le développement équilibré et harmonieux du territoire national. Sont principalement attendus comme impact
un approfondissement des principes et exigences de la décentralisation et de la déconcentration pour une modernisation de l'administration publique locale, un aménagement durable du territoire national, une transformation plus accentuée de l'économie nationale à partir du niveau local. Pour y parvenir, la PONADEC 2024-2033 met principalement l'accent sur des leviers importants tels que le transfert des compétences et des ressources, la mobilisation des financements au profit des communes, le renforcement des capacités des acteurs, la territorialisation du développement, la promotion de l'économie locale, la bonne gouvernance locale, le suivi, évaluation. Elle intègre également d'autres facteurs que sont la communication, la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale, l'emploi, la digitalisation, l'environnement et le changement climatique. D'un point de vue global, elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, les communes du Bénin sont des espaces bien gouvernés, à économie prospère, pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Enfin, sa structuration repose sur 5 orientations stratégiques que sont le renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales, l'amélioration de la déconcentration et de la tutelle, la promotion de l'aménagement du territoire, de l'intercommunalité et du développement durable au niveau local, l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale et le renforcement du système de pilotage, du suivi, de l'évaluation et de la communication. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées à la présidence de la République. Collège du Conseil national de l'éducation. Membres désignés par le président de la République, Messieurs Noël Ahonayong Bagidi, Raoul Christian Adégou. Membres désignés par les ministres chargés de l'éducation, Madame et Messieurs Gisèle Martin, Lucien Kokou, Senburo Worubun. Personnes présélectionnées par appel à candidature. Juriste institutionnaliste de haut niveau, M. Sossou Étienne Awanka. Inspecteur de l'enseignement maternel ou primaire, M. Kevidjo Adoho. Inspecteur de l'enseignement secondaire général, M. Bessan Philippe Kakpo. Inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Idowu Ogunyemi Martin Ayinde. Enseignant des universités de grade de maître de conférence au moins, M. Kossivi Atikleme. Spécialiste en économie et statistique de l'éducation, M. Kossi Venant Célestin Kenom. Spécialiste de haut niveau en sciences de l'éducation, M. Moussiliou Mustafa. Spécialiste en planification, suivi et évaluation des politiques publiques, M. Abdel Jawed Adeshina Bouraïma. Membre de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, représentant désigné par le président de la République, Messieurs Noël Ahonayong Bagidi, Raoul Christian Adégou. Représentant désigné par les ministres chargés de l'éducation, Madame et Messieurs Gisèle Martin, Lucien Kokou, Senburo Worubun. Représentant de la délégation au contrôle et à l'éthique de l'enseignement supérieur, Messieurs Marie Epiphane Sohwenou, P. Fokoku Pogo. Représentant de la cellule éducation à la présidence de la République, Madame Marie-Odile Atanasso, Monsieur Victor Matro. Représentant du ministère en charge des Finances, Monsieur S. Rodrigue Chaou. Représentant du ministère en charge du numérique, Monsieur Donald Régis Hontin-Fende. Représentant de l'Association nationale des communes du Bénin, Monsieur Zachary Filikibiru Tassou. Représentant des directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur Sani Babio,
Madame Senaflore Godjo. Représentant des directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires, Messieurs Camille Sepoin-Tchakpe, Komlan Justin Ayelo. Directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur Abdou Karim Issaka Youssao. Représentant de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur pour l'éthique et la qualité, Monsieur Césaire Agossa. Représentant de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, Monsieur Théophane Aï. Directeur général du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur Chokmonhwe Cheinungbo Marc Podekon. Chercheur de grade de maître de recherche au moins, Monsieur Kodjo Clément Nyimadi. Représentant des présidents des conseils d'administration des universités publiques, Monsieur Makpeu Rogatien Tossou. Représentant des recteurs des universités nationales pluridisciplinaires, Monsieur Bertrand Sogossi Boko. Représentant des recteurs des universités nationales thématiques, Monsieur Agosso Bruno Djossa. Directeur de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité du ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur Bertin Toliton. Directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique du ministère en charge de l'enseignement primaire, Monsieur Pierre Chanou. Représentant de l'Assemblée consulaire, de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, Monsieur Komlan Sir Jean-Pierre Davodon. Représentant de l'Association nationale des parents d'élèves, Monsieur Epiphane Azon. Représentant des organisations non gouvernementales en activité dans le secteur de l'éducation, Monsieur C. Arsène Adifon. Représentant des organisations d'employeurs, Monsieur Mansourou Moudachirou. Représentant du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, Monsieur Gado Brice Lafia. Représentant de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap, Monsieur Nassirou Domingo. Directeur de l'enseignement maternel, Madame Mireille Afouda. Directeur de l'enseignement secondaire général, Monsieur Edmond Hontonji. Directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique, Monsieur S. Fructueux Haro. Directeur général de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, Monsieur Adam Pinto. Directeur de l'alphabétisation, Monsieur Kofi Charles Maximin Apoin-Kodia. Secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, Monsieur Wilfried Gezodje. Enseignant du supérieur de rang magistral en activité, Monsieur Afouda Jacob Yabi. Conseiller pédagogique des enseignements maternels ou primaires, Monsieur Apollinaire Kounomassi. Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire général, Madame Lucille Christelle Ouassa. Conseiller pédagogique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Ibidjoke Annick Mirez Aoye, épouse Sintonji. Professeur certifié de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en activité, Monsieur Moutala Saliou. Instituteur d'école maternelle en activité, Madame Christelle Toundje. Instituteur d'école primaire en activité, Monsieur Pierre Akomedi. Représentant des promoteurs d'établissements des enseignements maternels, primaires et secondaires privés, Monsieur Bruno Haoudou. Représentant des directeurs des écoles normales publiques de formation des instituteurs, Monsieur Thomas Simbosa. Représentant des directeurs des écoles normales privées de formation des instituteurs, Monsieur Bruno Koudjanihoué. Représentant des directeurs des écoles normales supérieures publiques de formation des enseignants des enseignements secondaires général, technique et professionnels, Monsieur Lambert Gustave Djedatin. Représentant des directeurs des écoles normales supérieures privées de formation des enseignants des enseignements secondaires général, technique et professionnels,
M. Jean-Delphonse Mélé. Ancien membre du bureau exécutif du Conseil national de l'éducation, Messieurs Rémi Guédégbé, Fegbenou Benoît Sossou, Corvi Gabriel Bokor, je vous remercie. Depuis son avènement au pouvoir, le gouvernement de la rupture a fait de la représentativité du genre en politique son cheval de bataille. Depuis 2016, pour preuve, 28 femmes sur 109 députés sont présentes à l'Assemblée nationale. Une avancée inédite depuis le renouveau démocratique. La femme au Bénin est-elle mieux portée qu'hier? Le caucus des femmes parlementaires du Bénin est allé en parler avec le président de la République, Patrice Talon, ce jeudi au palais de la Marina, élément signé au RTV. Elle représente toutes les formations politiques présentes à l'Assemblée nationale. Au cabinet du président Patrice Talon, le caucus des femmes parlementaires du Bénin plaide pour le renforcement de l'implication des femmes en politique. L'un des points qui nous a amenés vers le chef de l'État, c'était vraiment d'étendre cette réforme qui nous a permis d'être 29 à l'Assemblée nationale, de l'étendre au niveau de la base, pour qu'au niveau des instances à la base de prise de décision, que nous ayons plus de femmes. Mais à notre plus grande surprise, nous avons constaté que c'était vraiment l'apanage également du chef de l'État de faire en sorte que les femmes soient représentées à la base. Je ne suis pas étonnée, c'est le même président que nous avons depuis 2016 qui a le sens de l'anticipation et pour qui les questions de promotion de femmes dépassent nos petites personnes. Il nous a dit que nous sommes des exemples. Il faut travailler à ce que notre présence en politique soit plus durable et pour encourager les filles. Parce qu'il nous a aussi dit qu'il faut de la résilience en politique. Ce n'était pas l'homme de la charge. C'était juste le père de la nation qui s'est adressé à des femmes parce qu'il nous fait confiance. Et donc pour le chef de l'État, la femme avant tout, la femme pendant et au cœur de tout, et la femme après tout, comme pour donner un peu raison au TOFA 2024. Et comme le veut la tradition, elles n'ont pas manqué de présenter au chef de l'État leurs vœux de nouvel an. Nous sommes venus ici en tant que membres du caucus des femmes parlementaires présenter les vœux de nouvel an au président de la République et aussi lui témoigner notre gratitude pour la loi qui a été prise et qui a valu notre élection au sein de la 9e législature. Nous avons eu une séance très fructueuse avec le chef de l'État, à commencer par nos vœux, donc des échanges de vœux. Je voudrais réitérer mes vœux de l'année 2024 à toute la nation, mais également et surtout à toutes les femmes béninoises, de ne pas baisser les bras car le meilleur reste à venir. Nous avons également promis au chef de l'État que nous allons faire en sorte que notre visibilité sur le terrain et au niveau du Parlement soit vraiment une chose réelle. Parce que c'est ça seul qui permettra à ce que la prise des nouvelles réformes soit vraiment une réalité. Elles repartent satisfaites et peuvent désormais compter sur le président de la République pour accomplir leur mission. Merci. Cette édition se poursuit au détour d'une émission animée sur ESAE Télévision. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, s'est prononcé sur la guéguerre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Bouniaï. Il a fait également des révélations relatives à son intervention pour la libération de l'actuel président Patrice Talon lors de son arrestation en avril 2012 sous le régime de Bouniaï. Lors de son intervention, il s'est également prononcé sur la présidence de Bouniaï à la tête du parti de l'opposition, les démocrates. Alors, Talon Yahi, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, on note une passe d'armes. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président Soglo, d'abord à Pretoria et à Maputo, pour la création de Forum for Africa à l'initiative du président Chissano et dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Chissano a été élu président de ce forum
et le président Soglo a été élu vice-président de ce forum. Il est dit que les anciens présidents ne sont pas les concurrents des présidents en exercice. Ils connaissent la difficulté de la tâche. Ils doivent aider les présidents en fonction à réussir leur mandat. Et si vous avez pu constater, chaque fois qu'il y a des tensions dans ce pays, c'est la concertation ou avec le clergé ou avec les anciens présidents de la République qui a permis de trouver une porte de sortie honorable. Souvenez-vous, pour la LEPI, je crois que c'était en 2009, où l'opposition, avec les Amoussou Bruno et autres, avait refusé de s'inscrire pour la LEPI. Il y a eu une intervention des anciens présidents de la République, essentiellement Kérékou, Zinsou, Soglo, et le clergé aussi, et cela a pu permettre d'avoir un consensus. L'opposition a accepté de s'inscrire. Le délai d'inscription sur la LEPI a été prorogé. La loi a été votée, la Cour l'a déclarée conforme à la Constitution parce que cette concertation a permis de préserver la paix qui est la finalité de notre vivre et ensemble. Parce qu'on avait toujours inscrit les gens individuellement, bien qu'à la Cour nationale, on ait souhaité qu'il y ait cette informatisation. Or, on n'est pas sûr de la crédibilité de ces inscriptions manuelles et qui se font. Cette informatisation, peut-être qu'elle n'a pas associé tout le monde. Et vous vous souvenez qu'en 2011, même les députés, donc même partis, la Révolution du Bénin, ont marché sur la Cour constitutionnelle parce qu'on estimait que nous étions complices de cette situation. Donc vous avez vu l'utilité des anciens présidents de la République. Je ne souhaite pas. Et nous avons au Bénin un statut des anciens présidents de la République. Et vous avez déjà constaté que pendant 52 jours, le président Yahi Boni avait été enfermé chez lui, ne pouvant pas recevoir ses amis, ses parents, même les anciens, même ce médecin, l'ancien président Soglo avait du mal à le voir. Ce qui ne s'est jamais passé depuis le renouveau démocratique. Il a fallu l'intervention de certains chefs d'État de la sous-région, dont le Nigeria, pour que cette situation soit débloquée. C'est une atteinte à la dignité d'un ancien président de la République. Parce que nous montrons qu'il n'est pas digne de respect. Et cela peut arriver à tout autre ancien président de la République. Ce que je ne souhaite pas, parce que nous avons du respect pour nos aînés. Même quand nous n'avons pas voté pour un président, il est le président de la République. Nous pouvons le critiquer parce que la Constitution nous en donne le droit, mais nous devons du respect. Ce qui explique aujourd'hui les tensions qu'on observe entre des gens qui étaient quand même des alliés à un moment donné. Je souhaite qu'ils retrouvent la convivialité, puisque le président Yahi Boni est aujourd'hui le président des démocrates, qui est le parti de l'opposition. Est-ce que dans cette posture, il joue encore il existe un statut des anciens présidents de la République. Il existe un statut de l'opposition qui dit l'opposition doit être consultée par le chef de l'État sur des questions d'intérêt national ou international. C'est le choix du président Yahi Boni d'avoir été président des démocrates. Il était président d'honneur. Si moi, ce que je ne suis pas, si j'étais ancien président de la République, je ferais comme les Américains. Vous n'entendrez pas parler d'un ancien président américain qui soit démocrate ou qui soit républicain à la fin de son mandat, prétendent diriger le parti des démocrates, le parti des républicains. Ils abandonnent le terrain à de nouvelles générations. C'est là, et quand Nelson Mandela est parti, il n'est pas resté président de l'ANC. Je crois que c'est cette tradition que nous devons aussi respecter pour que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, soient des facilitateurs pour des périodes de tension parce qu'ils ont connu la fonction, ils connaissent les difficultés de la fonction, ils ont l'autorité morale pour apaiser, pour appeler les gens les uns aux autres au dialogue pour préserver la paix dans le pays. Est-ce que Boni Yahi, en tant que président des démocrates, joue encore son statut d'ancien président de la République? Je crois que s'il n'est pas payé par les démocrates, il joue de son statut. Je crois que c'est lorsqu'il accepte une autre fonction rémunérée que le salaire qu'il a
pour cette fonction est plus élevé que celle d'ancien président de la République, que le paiement de ce salaire est suspendu. C'est ce que j'ai compris dans le statut des anciens présidents de la République. La première ministre française Elisabeth Borne a remis ce lundi 8 janvier 2023 sa lettre de démission au gouvernement français, acceptée par le président Emmanuel Macron, qui l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. Agapite Maforican, consultant et analyste politique, explique les dessous de cette démission de l'ancienne première ministre française. Il est au micro de ESAE TV. Elisabeth Borne est un peu comme cette première ministre dont la démission a été déjà plusieurs fois annoncée, alors qu'elle n'est là que il y a un peu plus d'un an. Elle est venue en mai 2022 lors de la réélection donc, du président Emmanuel Macron. Sa démission a été plusieurs fois annoncée parce qu'elle est venue dans un cadre de réforme. Et des réformes dans un contexte où son camp n'a pas la majorité absolue. Donc, si vous comprenez l'évolution de la politique française, c'est très important, puisque la politique du gouvernement est validée à chaque fois par le Parlement. Donc, lorsque les réformes ne passent pas, normalement, le Premier doit démissionner. Et Elisabeth Borne a déjà démissionné au moins une fois. Et elle a été reconduite par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche, dans une majorité hétéroclite qui rallie pratiquement les deux centres, le centre gauche et le centre droit. Donc, dont la Macronie, c'est un peu la gauche ouverte vers la droite. C'est plutôt le centre gauche. Et donc, ça fait qu'il y a des ouvertures vers ceux qui sont du centre de la gauche, de la droite. Tout ça, ça va être compliqué. Mais quand vous prenez une direction, lorsqu'on va à gauche, dans la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême droite de la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême gauche de la gauche, et il y a ceux qui sont au centre de la gauche. Lorsqu'on prend la droite, c'est la même chose. Et quand on parle de gauche et de droite, c'est les idées. C'est la manière où ils conçoivent, c'est leur conception à la limite idéologique. Donc, dans le cas d'espèce, Emmanuel Macron a dans son camp des gens de la gauche, des gens de la droite, et des gens du centre. Et donc, lorsqu'un sujet arrive, la perception n'est pas la même. Et puisqu'il n'a pas la majorité absolue, il est obligé de discuter avec les forces politiques au Parlement, d'où les gens de la gauche, donc du Parti socialiste, ou les gens de la droite, donc des LR, de la Républicains. Et ce n'est pas toujours facile. Et Elisabeth Borne a géré cet environnement qui est vraiment insolite, qui est inédite. Je pense que c'est la première fois pratiquement que c'est aussi clivant et depuis la 5e République en 1958. Et donc, elle est émoussée, surtout avec la dernière loi sur l'immigration, loi d'abord rejetée, alors que, bon, elle pensait avoir fait l'essentiel. Et puis, loi, finalement, adoptée, mais avec des concessions à la limite de compromis ou compromission qui ont, je pense, que fini donc d'atteindre certains de la Macronie. Donc, bref, elle est émoussée, elle est totalement fatiguée. Mais elle s'accrochait, elle s'est toujours accrochée. Là, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a envie de donner un nouveau souffle à son quinquennat, alors qu'il lui reste un peu plus de 3 ans et il y a des échéances à venir, d'autres réformes et les européennes qui pointent à l'horizon. Voilà un peu le contexte de ce remaniement, de cette démission. Une démission voulue, non pas par Elisabeth Borne, mais par Emmanuel Macron. C'est important de le dire. Dans la 5e République française, il y a 2 possibilités. Soit le Premier ministre se sent affaibli et dépose la démission. Soit c'est du principe, lorsqu'il y a une élection et le camp n'a pas gagné, et même si le camp a gagné, si le camp a gagné, c'est à l'aune disons, à l'actif du Premier ministre. Mais si le camp perd, le Premier ministre démissionne systématiquement. Le président peut le reconduire ou le remercier. Il y a des cas où le président lui-même demande à changer de Premier ministre. Cette fois-ci, le président de la République a demandé
a dit à Elisabeth Borne qu'il pensait changer de Premier ministre. Donc naturellement, elle a annoncé sa démission. Je l'annonçais en titre, on parle sport à présent. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu ce samedi 13 janvier 2024 en ouverture de la CAN. Les Djurtous Guinée-Bissau sur le score de 2-0. Après l'ouverture du score, Franck Kessié et ses coéquipiers ont continué à contrôler le match. Une victoire précieuse pour le pays hôte qui entre bien dans sa compétition. Lors de la prochaine journée, la Côte d'Ivoire sera opposée au Nigeria qui débute le tournoi dimanche contre la Guinée équatoriale. Toujours dans le même registre, la Côte d'Ivoire a accueilli ce samedi la plus grande fête continentale du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. En ouverture à cette 34e édition de la CAN, les éléphants de la Côte d'Ivoire défient les lions de la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara. À quelques heures du coup d'envoi, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a promené ses micros dans la ville de Cotonou pour recueillir les avis des passionnés du football et surtout leurs attentes de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On les écoute. C'est la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons l'habitude de voir, mais cette fois-ci, nous voulons voir de belles choses, de très belles actions. Moi, je souhaite voir au moins de belles choses, comme tout autre. Sinon, moi, je vois le Sénégal remporter une seconde fois cette CAN. Pour tout passionné, il faut s'attendre à une très belle CAN, très bonne compétition en ce qui concerne le niveau technique. Il va falloir qu'on voit mieux que ce qu'on a vu par le passé. Lorsque vous avez une équipe comme le Sénégal qui revient toujours avec ces joueurs-là qui l'ont amené à aller chercher le Graal, j'imagine que c'est une équipe qui reste une super favorite. Le Maroc, récemment, demi-finaliste de la Coupe du Monde, la première équipe à avoir atteint ce niveau-là, qui revient avec son effectif quasiment au grand complet. Walid Regragui est également là. Donc forcément, on met également, en tout cas pour ma part, le Maroc dans ce chapeau des favoris. Dans la peau des favoris également, il y a la Côte d'Ivoire qui est la nation qui organise cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Ce serait une très belle CAN parce que là, on a les 24 meilleurs de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique du Nord est très bien représentée, l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc ce serait une CAN qui sera très discutée. Mais la Côte d'Ivoire part avec les favoris, surtout qu'elle joue à domicile, avec tous les paramètres de l'équipe qui joue à domicile. Je crois qu'elle est un peu favori, mais il faudra compter avec les cadeaux comme le Maroc, le Sénégal et puis l'Algérie. Je crois que le Maroc peut remporter cette CAN. Parce qu'ils ont ce qu'il faut. D'abord, à la dernière Coupe du Monde, ils ont montré qu'ils jouent compact. Ils jouent avec ce qu'ils ont. Et ils vont chercher la victoire. Ça sent qu'ils ont envie de gagner. Ça sera une très belle fête et ça va bien se passer. Beaucoup des pays, des nations se sont préparés pour la CAN parce que ce n'est pas une petite compétition, c'est une grande compétition où tout le monde est vraiment prêt à remporter, à rentrer avec la coupe. Je pense que c'est sur le terrain que ça se passe et que le meilleur gagne, je dirais. J'espère des merveilles, des jeunes joueurs où nous allons voir, parce que lors de la CAN, on verra aussi des nouveaux talentueux de l'Afrique. J'attends de cette CAN une bonne CAN, que les joueurs nous montrent du beau football, même si le Bénin ne participe pas, au moins que cette CAN soit meilleure que les autres CAN. Je vois 3 pays, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont de très bons joueurs, surtout le Sénégal qui est le grand vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique et qui a encore les joueurs en forme. La Côte d'Ivoire aussi qui a encore ses joueurs en pleine forme aussi. À l'échelle nationale à présent, on parle de la Super League professionnelle de football. À Tofo, Coton FC a montré du caractère pour renverser Adidja FC des forces armées béninoises 2-1. Mené peu après le premier quart sur un centre mal apprécié par son dernier rempart,
Le champion en titre a arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Romaric Amoussou. Mais avant, Fadel Kakanakou, entré en jeu début de seconde partie, a permis aux siens de rétablir la parité à la 59e minute. Sur un service de Amoussou, grâce à ce succès, Coton prend la première place du classement de la zone C à une journée de la fin de la première phase de la Ligue Pro 2023-2024. Retour sur les moments forts avec Leandro Kodo au commentaire suivi du débriefing du coach Victor Zvonka. Moi, je n'aime pas me faire de comparaisons, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes. Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs c'est pas facile. Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre après on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter buffer. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, il manque un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait, donc bon, à part le faux match contre les Requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon, quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien, l'entraînement, je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Parlons toujours sport. La première partie du championnat national de football 2023-2024 s'achève ce week-end. Si la zone C a déjà rendu son verdict avec la qualification de Coton FC, Requin FC, AS Cotonou et Aspac, il y aura du suspense dans les zones A et D pour les 3e et 4e places qualificatives à la Super League Pro. 3 équipes pour 2 tickets, c'est l'équation à résoudre. Dans la zone A, cela concerne Cavalier, Buffle et AS Takunin avec un duel décisif entre Buffle et Cavalier à Parakou ce dimanche, alors que AS Takunin va défier Panthère Adjougou. Damissa FC et Banigansé ont déjà validé leur billet. Le scénario est identique dans la zone D. Dragon et JS Pobet, avec 24 points chacun, sont en ballottage favorable au détriment de Asvo. Le club de la Vallée reçoit la JA Ketou à Adjourou. JSP se déplace sur le terrain d'Avranco Omnisport. Dragon FC accueille Sobemap à Charles de Gaulle. Ayema FC et Sobemap sont déjà qualifiés au niveau de la zone B. Un seul ticket reste à attribuer entre Espoir FC de Savalou, AS Tonnerre et Abeille FC. Espoir et Tonnerre vont s'affronter dans un match décisif à Savalou. Pendant ce temps, Abeille va accueillir Lotopopo à Tchaourou. Dadje FC, Lotopopo et Dynamo d'Abomey sont déjà assurés de jouer la Super League Pro avant cette ultime journée. Lors de cette première phase, tout n'a pas été rose pour Coton FC, champion en titre. Victor Zvonka et ses poulains ont éprouvé des difficultés. Le technicien français dresse un bilan avant d'aborder le dernier match contre Ainovi FC à domicile ce samedi. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.